Êtes-vous fatigué de vous sentir perdu dans une mer d'hypocrisie religieuse? Aspirez-vous à un véritable lien avec Dieu, une foi qui n'est pas entachée par les rituels vides et les ambitions du monde de tant d'églises aujourd'hui? Avez-vous senti une obscurité rampante dans le cœur même de la chrétienté, un subtil éloigné de la foi pure et inébranlable de Jésus-Christ? Alors ce message est pour vous, parce que ce soir nous dévoilons une vérité surprenante, une révélation qui vous ébranlera votre cœur. La réalité terrifiante que seule une fraction d'Église appartient vraiment à Dieu, tandis que les autres conduisent d'innombrables âmes directement en enfer. Ce n'est pas un sensationnalisme, c'est un avertissement divin, un cri du cœur d'une femme qui a vu l'inimaginable. La pasteur Mariana, une femme de Dieu pendant 11 ans, a ressenti un malaise croissant, une dissonance spirituelle qui ne pouvait pas être ignorée. Malgré les apparences extérieures de succès, un sentiment lancinant a persisté. Quelque chose n'allait pas profondément. Ce n'était pas seulement une remise en question de sa foi personnelle, mais une profonde préoccupation au sujet de l'état de l'Église elle-même, un soupçon croissant que de nombreuses églises, même grandes et apparemment réussies, s'étaient éloignées des enseignements de Jésus-Christ et des conseils trouvés dans la Bible. Sa foi, profondément enracinée dans la parole de Dieu, a exigé des réponses. Son cœur, débordant d'amour pour Jésus, aspirait à la vérité. Cela l'a incité à chercher une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu, à demander à Dieu de clarté et de conseils, priant sérieusement pour une révélation que seul Dieu pourrait fournir. Elle a versé son cœur dans la prière, plaidant pour un aperçu du climat spirituel du monde et du véritable état de l'Église. Ces prières, alimentées par une foi inébranlable en Jésus-Christ, ont finalement reçu une réponse. Son voyage a commencé par une expérience spirituelle profonde, une vision presque indescriptible. Elle a été transportée, en esprit, dans 2 endroits très différents. Un désert désolé et stérile, et un jardin luxuriant et dynamique. Le désert, austère et sans vie, représentait la grande majorité des églises aujourd'hui, spirituellement mortes, dépourvues de la présence vivifiante du Saint-Esprit, lieu où le nom de Jésus-Christ est invoqué mais ses enseignements sont ignorés. Le vide et la désolation spirituelle reflétaient le manque de foi, la véritable repentir et l'absence du Saint-Esprit dans de nombreux lieux de culte. C'était une image qui donne à réfléchir, reflétant la réalité froide et dure de nombreuses congrégations, une image reflétant la décroissance spirituelle qui s'est glissée au cœur de nombreuses églises modernes. La Bible parle d'une époque où l'amour de beaucoup fera du foi, Matthieu 24:12, et la vision de Mariana a illustré avec puissance cet avertissement. Mais ensuite, en contraste frappant, elle a vu le jardin. C'était un lieu de beauté à couper le souffle, débordant de vie vibrant de la présence de Dieu. Ce jardin, elle est venue à comprendre, représentait la véritable Église de Dieu. Un lieu de foi inébranlable en Jésus-Christ, un lieu où les paroles de la Bible sont vénérées et obéies, et où le Saint-Esprit habite puissamment. Cette vision a tout clarifié, offrant un contraste frappant entre le désert sans vie et le jardin florissant. L'expérience l'a profondément impacté, changeant de perspective et intensifiant son engagement à répandre la parole de Dieu. Cette expérience, elle se rendrait compte plus tard, était un message d'espoir et un appel à l'action. C'était un appel à retourner aux principes fondamentaux de la foi, un appel à restaurer l'Église à son objectif d'origine. Elle savait qu'elle devait partager cette révélation. Le Seigneur, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, a alors révélé à Mariana les 3 caractéristiques essentielles qui définissent la vraie Église: l'Église de la vérité, l'Église du service et l'Église de l'intercession. Chacun d'eux représente un aspect vital d'une communauté vibrante et centrée sur Dieu. Pensez-y un instant, que dit la Bible sur ces caractéristiques? Jésus, l'incarnation de la vérité, du service et de l'intercession, a constamment démontré ses qualités dans son ministère. Il nous a montré comment vivre une vie de foi inébranlable et d'amour inébranlable. Il nous a appris à servir les autres, même nos ennemis. Il nous a appris à prier et à intercéder pour ceux qui en ont besoin. Ces 3 piliers sont le fondement de la vraie foi et sont cruciaux pour une relation épanouissante avec Dieu. L'Église de vérité souligne une humble dévotion à la Bible, une véritable repentir des péchés et la présence tangible du Saint-Esprit. C'est le fondement de notre foi, la vérité fondamentale qui nous guide dans notre voyage spirituel. L'Église de service se concentre sur des actes pratiques de compassion, démontrant l'amour et la gentillesse à ceux qui en ont besoin. C'est un aspect vital de notre foi, comme Jésus nous a appris à travers ses actions et ses enseignements. Et enfin, l'Église d'intercession met en évidence l'importance de la prière et de l'intercession, créant un espace où les croyants se réunissent pour prier les uns pour les autres et pour le monde. C'est un aspect puissant de notre foi, où nous nous connectons avec Dieu et les uns avec les autres. Ces 3 caractéristiques sont entrelacées, soutenant et renforçant chacune des autres. Ce sont les caractéristiques déterminantes d'une Église vraiment pieuse.
Mariana a senti le poids de cette révélation s'installer sur ses épaules, une responsabilité lourde, mais un privilège passionnant. Les trois caractéristiques, la vérité, le service et l'intercession, n'étaient pas simplement des concepts abstraits. Ils vivaient et respiraient des principes qui exigeaient l'action. L'Église de la vérité, songea-t-elle, n'était pas seulement une question intellectuelle ou doctrine biblique. Il s'agissait d'une rencontre profonde et transformatrice avec le Dieu vivant, qui a remodelé tout son être. Il s'agissait d'une vie vécue dans une dépendance constante et humble à l'égard du Saint-Esprit, une vie caractérisée par un véritable repentir et une poursuite implacable de la sainteté. Elle a pensé aux innombrables fois où elle avait entendu des sermons qui se concentraient sur les règles et les réglementations, manquant le cœur de la question, le pouvoir transformateur d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. La véritable Église de la vérité, réalisa-t-elle, ne tolérerait pas l'hypocrisie. Ce serait un lieu d'honnêteté radicale et de vulnérabilité, où les imperfections ont été reconnues, et la grâce s'est déroulée librement. L'Église du service, a-t-elle réfléchi, ne faisait pas simplement partie des actes de bienfaisance, il s'agissait d'incarner la nature même du Christ. Il s'agissait de tendre la main à la marginalisée, le paria, le oublié. Cela signifiait aller au-delà des actes de gentillesse superficielle à une compréhension profonde et empathique des besoins des autres. Elle se souvenait d'une époque où elle avait vu un sans-abri tremblant par une nuit froide, et comment son impulsion initiale avait été de détourner le regard. Maintenant elle a compris qu'il s'agissait d'un échec de service, d'un échec à voir le Christ dans cet individu vulnérable. L'Église de service, a-t-elle réalisé, exigeait une réévaluation radicale des priorités, une volonté de sacrifier le confort personnel pour les autres. Cela signifiait rechercher activement des opportunités de servir, ne pas attendre qu'ils se présentent. Cela impliquait de reconnaître la dignité inhérente de chaque être humain, quelle que soit leur situation. Enfin, l'Église de l'intercession. Il ne s'agissait pas simplement de réciter des prières par cœur. Il s'agissait de s'engager dans un dialogue puissant et transformateur avec Dieu, intercédant non seulement pour les besoins personnels mais aussi pour les besoins du monde. Il s'agissait de porter le fardeau des autres devant Dieu, plaidant pour leur guérison, leur délivrance, leur salut. Elle envisageait une église où la prière n'était pas une activité solitaire, mais une expérience communautaire, un puissant cœur de voix, soulevant les besoins de l'humanité devant le trône de la grâce. Il s'agissait de cultiver un esprit d'empathie, une profonde compréhension des difficultés auxquelles les autres sont confrontés, et une volonté de se tenir dans l'écart en leur nom. Ceci, a-t-elle réalisé, était l'arme la plus puissante de l'arsenal de l'Église, le pouvoir de la prière fervente et unie. Les trois piliers, comprenait-elle, étaient inextricablement liés. Le service informé de la vérité, l'intercession alimentée par le service et l'intercession, ont approfondi la compréhension de la vérité. C'était un cycle vertueux, une interaction dynamique de la foi, de l'action et de la prière. La vision était intimidante, mais exaltante. La tâche à venir semblait immense, mais Mariana ressentit une nouvelle force, une autonomisation divine qui la propulsait en avant. Elle savait que le voyage ne serait pas facile, mais avec l'aide de Dieu, elle était prête à se lancer. Le lendemain matin, Mariana s'est réveillée avec un sens renouvelé. La vision de l'Église, une tapisserie dynamique tissée à partir de fils de vérité, de service et d'intercession, a brûlé brillamment en elle. Elle a décidé de commencer petit, en se concentrant sur des actions tangibles qui reflétaient ses principes. Sa première étape a été d'organiser un programme de sensibilisation communautaire au refuge pour sans-abri local. Elle a contacté le père Michael, le prêtre gentil et compatissant à Saint-Jude, qui a facilement offert son soutien. Ensemble, ils ont planifié une soupe populaire hebdomadaire, coordonnant les bénévoles de la paroisse et garantissant des dons d'entreprises locales. La réponse initiale a été écrasante. Des gens de tous horizons, jeunes et vieux, riches et pauvres, ont porté leur temps et leurs ressources. Mariana a été particulièrement touchée par l'enthousiasme des adolescents du groupe de jeunes, qui a adopté avec impatience l'occasion de servir. Ils ne distribuaient pas seulement de la nourriture. Ils s'engageaient dans des conversations significatives, écoutant les histoires des sans-abri, offrant une véritable connexion qui a transcendé le simple fait de fournir de la subsistance. Un jeune homme, nommé David, a partagé ses propres difficultés avec la dépendance, trouvant du réconfort en servant les autres. Sa vulnérabilité et son honnêteté ont créé un moment puissant d'humanité partagée, un témoignage du pouvoir transformateur du service. La soupe populaire est devenue plus qu'un simple endroit pour prendre un repas. C'est devenu une communauté, un sanctuaire où les gens se sentaient vus, entendus et appréciés. Mariana a vu l'Église du service en action, non pas comme une institution stérile, mais comme un organisme vivant, pulsé avec compassion et amour. Cette expérience tangible a approfondi sa compréhension de l'interconnexion des trois piliers. La vérité de l'amour de Dieu était évidente dans les actes de service désintéressés,
et les prières offertes lors des rassemblements hebdomadaires ont été imprégnées d'un profond sentiment d'empathie et de compréhension, né de leur engagement direct avec les besoins de la communauté. Simultanément, Mariana a commencé à favoriser une culture d'honnêteté radicale à Saint-Jude. Elle a lancé une série de discussions en petits groupes axées sur la vulnérabilité et le pardon. Elle a encouragé les membres à partager leurs difficultés, leurs doutes, leurs imperfections, créant un espace sûr où les gens pourraient être authentiques sans crainte de jugement. Elle a partagé ses propres batailles personnelles, démontrant l'importance de la transparence et de l'humilité. La réponse était initialement hésitante, mais comme les gens ont été témoins du pouvoir de la vulnérabilité partagée, les murs ont commencé à s'effondrer, remplacés par un sentiment de soutien mutuel et de compréhension. Ceci, a-t-elle réalisé, était l'église de la vérité en action, un endroit où les imperfections ont été adoptées et la grâce coulait librement, renforçant les liens de la communauté. L'honnêteté a favorisé une compréhension plus profonde des besoins des uns et des autres, ce qui à son tour a enrichi leurs prières d'intercession. Les prières sont devenues plus spécifiques, plus sincères, reflétant les luttes et les joies réelles de la communauté. C'était une puissante démonstration du cycle vertueux, la vérité conduisant au service alimentant l'intercession, et à l'intercession approfondissant la compréhension de la vérité. La vision, autrefois un rêve lointain, prenait lentement mais sûrement la forme, devenant une réalité tangible. Le voyage était difficile, exigeant des sacrifices et un engagement inébranlable, mais Mariana a ressenti une confiance croissante, alimentée par le pouvoir transformateur de cette communauté évolutive. La transformation n'était pas sans ses obstacles. Certains membres de Saint-Jude, habitués à une approche plus traditionnelle et moins conflictuelle de la foi, ont initialement résisté aux initiatives de Mariana. Madame Gable, un pilier de l'Église depuis plus de 50 ans, a exprimé sa préoccupation que la soupe populaire pourrait attirer des indésirables et compromettre la réputation de l'Église. Ces angoisses ne proviennent pas de la méchanceté, mais d'une peur profondément ancrée de l'inconnu, une peur que Mariana comprenait et adressait avec patience et empathie. Elle a organisé une réunion privée avec Madame Gable, partageant des histoires des individus qu'elle avait rencontrés à la soupe populaire, leur résilience, leurs rêves, leur esprit inébranlable face à l'adversité. Elle a montré à Madame Gable des photos de David, son visage rayonnant alors qu'il aidait à servir les autres. Un contraste frappant avec l'image des indésirables que Madame Gable avait évoquée dans son esprit. Lentement, la résistance de Madame Gable a fondu, remplacée par une admiration silencieuse pour le pouvoir transformateur du service. Elle a même commencé à faire du bénévolat à la soupe populaire elle-même, son appréhension initiale remplacée par une chaleur et une compassion retrouvée. Un autre défi est venu sous la forme de désaccords internes, au sein des discussions en petits groupes. Partager des difficultés personnelles n'a pas été facile. Les vieilles blessures ont été rouvertes, les ressentiments de longue date ont fait surface, et les accusations ont volé. Une discussion particulièrement animée était centrée sur une querelle de longue date entre deux familles au sein de la congrégation. Le conflit, alimenté par des années de grief tacite, a menacé de faire dérailler l'ensemble du processus. Mariana, cependant, a habilement guidé la conversation, encourageant l'écoute active et la compréhension empathique. Elle n'a pas hésité à l'inconfort, l'utilisant plutôt comme une opportunité de modéliser la vulnérabilité et le pardon. Elle a partagé sa propre expérience avec la trahison, illustrant comment le maintien de la colère n'a perpétué que la souffrance. Le processus était ardu, nécessitant plusieurs séances de médiation prudente et de traitement émotionnel, mais finalement, les deux familles ont trouvé un chemin vers la réconciliation, leur douleur commune, pour forger un lien plus fort que leurs différences passées. Cette expérience a souligné l'importance de créer un espace vraiment sûr, un espace où même les conflits les plus profondément enracinés pourraient être abordés avec honnêteté et compassion. Le succès des discussions en petits groupes a inspiré Mariana à étendre l'initiative. Elle a introduit un cercle d'écoute où les individus pouvaient partager leurs histoires sans interruption, créant un espace pour une écoute profonde et une validation. Elle a également incorporé la thérapie artistique créative dans les séances de groupe, offrant une alternative à l'expression émotionnelle. Grâce à la peinture, à la poésie et à la musique, les membres ont trouvé de nouvelles façons de traiter leurs émotions et de se connecter avec leur moi intérieur. L'art créé au cours de ces séances est devenu un puissant témoignage de leur parcours de guérison et de transformation, servant de rappel visuel de la croissance et de la résilience de la communauté. Ces expressions créatives ont également enrichi leurs prières, les insufflant avec une profondeur et une richesse qui ont transcendé de simples mots, enrichissant l'Église de l'intercession et renforçant sa connexion avec les deux autres piliers. La preuve tangible de la croissance spirituelle et émotionnelle de la communauté est devenue un puissant témoin du pouvoir transformateur de leur parcours commun. L'aboutissement du programme d'un an est arrivé avec le festival annuel de la récolte de l'Église d'intercession.
Ce n'était pas seulement une célébration de la prime de la terre, c'était un témoignage de la récolte spirituelle et émotionnelle de la communauté. Mariana, regardant la scène dynamique se dérouler, les enfants riant, les familles partageant de la nourriture et la remplie de joyeux sons de la musique et de la conversation, ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Mais la véritable mesure du succès n'était pas seulement dans l'atmosphère festive, c'est dans les changements subtils dont elle a été témoin chez les personnes qui avaient participé au programme. Madame Gable, une fois retirée et isolée, s'est maintenant activement engagée dans des conversations, ses yeux scintillant avec une nouvelle joie. Elle n'était plus seulement une récipiendaire passive de la charité, mais une contributeur active. Sa vie imprégnée de buts. Elle a même dirigé un petit groupe de bénévoles dans la préparation d'une délicieuse tarte aux pommes, un symbole de sa transformation. Son histoire est devenue une inspiration, un exemple vivant de la façon dont le programme avait favorisé la croissance et la guérison. Les deux familles qui avaient été enfermées dans une querelle amère depuis des générations étaient maintenant assises ensemble, partageant des rires et des histoires. Leur réconciliation n'était pas un miracle soudain, c'était le résultat d'un travail minutieux, d'affronter des vérités douloureuses et d'apprendre à pardonner. Leur expérience partagée avait créé un lien plus fort que tout grief passé. Leurs enfants, autrefois se méfiant les uns des autres, jouaient maintenant ensemble, leur joie innocente, un puissant symbole d'espoir pour l'avenir. Cette réconciliation a été un moment charnière, présentant le potentiel transformateur du dialogue honnête et de la compréhension empathique au sein de la communauté. Un moment particulièrement poignant s'est produit lors de la cérémonie de clôture du festival. Un jeune homme, auparavant silencieux et retiré, s'approcha de Mariana, ses yeux remplis d'un mélange de gratitude et de répréhension. Il a partagé avec hésitation un poème qu'il avait écrit pendant l'une des séances de l'art-thérapie, une expression brute et honnête de sa lutte contre la dépression et l'isolement. Sa voix trembla en lisant, mais ses paroles ont résonné avec une profonde honnêteté, qui a fait pleurer toute la congrégation. Le poème, un témoignage de son voyage de guérison, est devenu un puissant symbole de l'impact du programme, un rappel que même dans l'obscurité la plus profonde, l'espoir peut trouver un moyen de fleurir. La vulnérabilité partagée a créé un puissant sens de l'unité et de la connexion au sein de la communauté, dépassant de loin les objectifs initiaux. L'acte simple de partager ses sentiments les plus intimes, facilité par l'espace sûr que Mariana avait créé, a été un témoignage du succès du programme, en favorisant une croissance personnelle authentique et profonde. Son courage a inspiré les autres à partager leurs propres histoires, renforçant davantage les liens de la communauté et de la compréhension. Le succès du festival n'a pas été défini uniquement par les célébrations joyeuses. Il a été tissé dans les moments plus calmes et plus intimes. Plus tard dans la soirée, alors que le dernier des invités partait, Mariana s'est retrouvée assise seule, l'odeur persistante de Woodsmoke et de pommes rôties suspendues dans les airs. Elle a passé en revue les événements de la journée, chaque mémoire un fil dynamique dans la tapisserie de la transformation dont elle avait été témoin. Une petite photographie usée a attiré son attention, cachée dans un coin d'une table, une photo de sa grand-mère. Une femme dont la compassion inébranlable avait inspiré le travail de la vie de Mariana. Sa grand-mère avait toujours cru au pouvoir de la communauté, à la force réparatrice de l'expérience partagée. Mariana ressentit un profond sentiment de connexion avec l'héritage de sa grand-mère, un sentiment de continuité qui alimentait sa détermination. L'impact du programme s'est étendu au-delà des participants immédiats. Les entreprises locales, hésitant initialement à l'initiative, étaient devenues des partisans enthousiastes, donnant des biens et des services. Le propriétaire de la boulangerie, initialement sceptique, avait offert du pain fraîchement cuit au festival, sa contribution reflétant un sentiment croissant de propriété communautaire. Ce changement de perspective témoignait de la capacité du programme non seulement à guérir les individus, mais aussi à réparer le tissu social de la ville. La communauté autrefois fracturée se tissait lentement ensemble, fil par fil. Une rencontre particulièrement émouvante impliquait une jeune fille nommée Lily, qui avait été retirée et silencieuse tout au long du programme. Mariana s'était initialement préoccupée par la réticence de Lily, mais lors de l'une des séances de l'art-thérapie, Lily a créé un dessin à couper le souffle, un jardin vibrant éclatant de couleurs et de vie. C'était un contraste frappant avec les tons en sourdine de ses travaux antérieurs. Lorsque Mariana a doucement interrogé Lily sur le dessin, la fille a expliqué avec hésitation qu'elle représentait son monde intérieur, un monde qu'elle avait auparavant gardé, un monde s'épanouissait maintenant d'espoir et d'expression de soi. Ce petit acte d'expression artistique est devenu un tournant puissant, non seulement pour Lily, mais aussi pour Mariana, réaffirmant le profond pouvoir de guérison de l'art et de l'expression créative. Le succès du programme n'était pas seulement de fournir des ressources, il s'agissait de permettre aux individus de trouver leur propre force et leur résilience. Les bénévoles, dont beaucoup s'étaient initialement rejoints d'un sentiment de devoir civique, s'étaient profondément investis dans le succès du programme,
trouvant un but et l'accomplissement dans leur travail. Leur dévouement témoignait du pouvoir transformateur de redonner à la communauté, favorisant un sentiment de responsabilité partagée et de croissance collective. L'efficacité du programme réside dans son approche holistique, répondant non seulement aux besoins immédiats des participants, mais aussi à favoriser la croissance personnelle à long terme, l'autosuffisance et la cohésion communautaire. Mariana a reflété que la véritable mesure du succès n'était pas simplement dans le nombre de personnes servies, mais dans l'effet d'entraînement d'un changement positif qui rayonnait vers l'extérieur, touchant des vies à la fois visibles et invisibles. Le programme était devenu plus qu'une simple initiative sociale. Il était devenu un catalyseur d'une transformation profonde et durable. Le bourdonnement calme de soupirs satisfaits et de gratitude chuchotée de la part des participants, persistant même après la fin du festival, témoignait de ce succès. Les graines d'espoir, soigneusement plantées, s'épanouissaient maintenant dans un jardin dynamique de guérison et de renouvellement. L'année suivante, Mariana a décidé d'élargir le programme, incorporant une composante de mentorat. Elle a associé certains des participants les plus établis à des nouveaux arrivants, créant un réseau de soutien où les expériences partagées pourraient favoriser la croissance et la compréhension. L'un de ses jumeaux a été entre Elias, un ancien menuisier aux prises avec la dépression après avoir perdu son atelier dans un incendie, et David, un jeune homme récemment libéré de prison, aux prises avec la recherche de sa place dans la société. Elias, hésitant initialement, a trouvé un sens surprenant pour guider David. Il a partagé ses compétences en menuiserie, enseignant à David les subtilités du travail du bois, un processus qui s'est avéré thérapeutique pour les deux. Le taraudage rythmique des marteaux et l'odeur de la sciure sont devenus une langue partagée, un pont sur leurs horizons très différents. David, à son tour, a apporté une énergie jeune et une nouvelle perspective au travail d'Elias, l'inspirant à explorer de nouveaux designs et techniques. Leur projet collaboratif, un oiseau magnifiquement conçu, est devenu un symbole de leur amitié naissante et un témoignage de la puissance de la connexion intergénérationnelle. Le programme de mentorat a également donné des avantages inattendus pour la communauté. Elias, revigoré par son objectif renouvelé, a commencé à offrir des cours gratuits de travail du bois pour les enfants du centre communautaire local. Ces cours ne visaient pas seulement à enseigner les compétences. Ils visaient à favoriser la créativité, la patience et un sentiment d'accomplissement. Les enfants, à leur tour, ont apporté un dynamisme et un enthousiasme qui revitalisent davantage Elias. L'effet d'entraînement du programme a continué de se développer, créant une boucle de rétroaction positive où la croissance et la guérison se renforcent mutuellement. Mariana a remarqué une augmentation significative de la participation communautaire. Les entreprises locales, inspirées du succès du programme, ont commencé à offrir des stages et des apprentissages aux participants, offrant une expérience de travail précieuse et une voie vers l'autosuffisance. La bibliothèque locale a organisé des ateliers sur la rédaction de chevaux et la recherche d'emploi, soutenant davantage la transition des participants à la main-d'œuvre. Même le maire de la ville, initialement prudent quant aux implications financières du programme, est devenu un partisan vocal, reconnaissant sa contribution tangible au bien-être général de la ville. Il a alloué un petit budget pour l'expansion du programme, reconnaissant le retour sur investissement à long terme en termes de réduction des taux de criminalité, d'amélioration de la santé mentale et de l'engagement communautaire accru. Un soir, lors d'un dîner de célébration pour les bénévoles du programme, Mariana a entendu une conversation entre deux femmes qui avaient participé aux premières étapes du programme. Ils discutaient de leur nouvelle confiance et de leur impact que le programme avait eu sur leur vie. Une femme, Sarah, a expliqué comment elle avait surmonté sa peur de parler en public et s'est maintenant portée volontaire à l'école locale, lisant aux enfants. L'autre, Jessica, a parlé du démarrage de sa propre petite entreprise, un service de restauration spécialisé dans les repas sains et d'origine locale. Leurs histoires, remplies de gratitude et d'espoir, ont été un puissant rappel de l'héritage durable du programme. Mariana s'est rendu compte que le succès du programme ne visait pas seulement à guérir les individus. Il s'agissait de leur permettre de devenir des agents du changement dans leur propre vie et leur communauté. Les graines de l'espoir qu'elle avait plantées ne s'épanouissaient pas seulement, mais prenaient également racine, répartissant leur influence positive de loin. L'avenir autrefois incertain tenait désormais la promesse d'une croissance et d'un renouvellement continu. L'année suivante, Mariana a décidé d'étendre le programme de mentorat, incorporant une composante d'alphabétisation numérique. Elle a obtenu une subvention d'une entreprise technologique locale qui a fourni des ordinateurs et un accès Internet aux participants. Cette initiative s'est avérée cruciale, en particulier pour les personnes âgées qui se sentaient intimidées par la technologie. Elias, étonnamment habile à naviguer dans le monde numérique, est devenu un instructeur précieux, guidant patiemment les participants à travers les services bancaires en ligne, la communication par email et les médias sociaux.
Il leur a même appris à utiliser des logiciels de vidéoconférence, leur permettant de se connecter avec la famille et les amis à travers des distances géographiques. Une participante, une infirmière à la retraite nommée Agnès, a utilisé ces nouvelles compétences pour démarrer un blog partageant ses recettes et ses conseils de santé, gagnant un suivi étonnamment important en ligne. La réussite d'Agnès est devenue un puissant exemple de la façon dont le programme pourrait permettre aux individus de découvrir de nouvelles passions et de se connecter avec une communauté plus large. Le programme a également commencé à proposer des ateliers sur la littératie financière, répondant à un besoin critique au sein de la communauté. De nombreux participants ont eu du mal à gérer leurs finances, et les ateliers ont fourni des outils et des stratégies pratiques pour la budgétisation, l'épargne et l'investissement. Un conseiller financier local a porté son temps, offrant des consultations et des conseils personnalisés. L'impact positif sur le bien-être financier des participants était significatif. Beaucoup ont rapporté des niveaux de stress réduits et une augmentation des sentiments de sécurité. Une participante, une mère célibataire nommée Maria, a pu économiser suffisamment d'argent pour se permettre enfin une voiture fiable, lui permettant d'obtenir un meilleur emploi et de fournir une vie plus stable à ses enfants. Mariana a régulièrement évalué l'impact du programme par le biais d'enquêtes et d'entretiens. Les commentaires étaient extrêmement positifs, les participants faisant constamment l'éloge de l'environnement de soutien du programme, de la qualité du mentorat et des compétences tangibles qu'ils avaient acquises. Les données ont clairement démontré une corrélation entre la participation au programme et l'amélioration de la santé mentale, une augmentation de l'estime de soi et une plus grande implication de la communauté. Mariana a partagé ses résultats avec les décideurs locaux et les dirigeants communautaires, plaidant pour un financement accru et un soutien à des initiatives similaires. Son plaidoyer passionné a résonné et plusieurs autres villes ont exprimé leur intérêt à mettre en œuvre des programmes de mentorat similaires. Le succès du programme a attiré l'attention nationale. Un journaliste d'un magazine de premier plan a écrit un article de long métrage sur l'initiative, mettant en évidence son approche innovante et son impact profond sur la communauté. L'article a généré une vague de publicité positive, entraînant une augmentation des dons et des demandes de bénévolat. L'augmentation du financement a permis à Mariana d'étendre davantage le programme, offrant des ateliers et services supplémentaires, notamment l'art-thérapie, le yoga et les cours d'écriture créative. Ces composants ajoutés ont répondu à un éventail plus large de besoins et d'intérêts, enrichissant davantage l'expérience des participants. Le programme, initialement un projet à petite échelle, était devenu un centre communautaire florissant, un phare d'espoir et de résilience. La transformation positive était évidente, non seulement dans la vie des participants, mais aussi dans le tissu global de la ville, un témoignage du pouvoir de la connexion humaine et du potentiel transformateur d'une initiative communautaire bien conçue. 5 ans plus tard, le programme, maintenant connu sous le nom de Project Reimagine, a célébré son anniversaire avec une foire communautaire. La place de la ville a bourdonné d'activités, les participants ont présenté leurs œuvres d'art, les étudiants en littératie financière ont démontré des techniques de budgétisation en utilisant des jeux interactifs, et les mentors ont partagé leurs histoires avec fierté. Maria, la mère célibataire, était là, rayonnante. Ses enfants aidant fièrement dans son petit décrochage d'artisanat. Son histoire, maintenant une anecdote bien connue dans le programme, a servi de puissant témoignage de son efficacité. Non seulement elle avait obtenu un meilleur emploi, mais elle deviendrait également un moteur, guidant d'autres femmes à travers des défis financiers similaires. L'anniversaire a également permis de réfléchir à l'évolution du programme. Initialement, l'accent était principalement mis sur le renforcement des compétences et le mentorat. Cependant, au fur et à mesure que le programme augmentait, sa compréhension de l'interdépendance de divers aspects du bien-être. Ils ont réalisé que la lutte contre l'insécurité financière ne concernait pas seulement l'enseignement de la budgétisation. Il s'agissait également de favoriser l'estime de soi et de renforcer la confiance. Les séances d'art-thérapie, initialement perçues comme une activité supplémentaire, se sont révélées incroyablement précieuses pour aider les participants à traiter les traumatismes et à s'exprimer de manière créative. Un participant, un jeune homme nommé David, qui avait lutté contre l'anxiété et l'isolement social, a trouvé du réconfort en peinture et a finalement développé une passion pour l'art, conduisant à une galerie locale présentant son travail. Les cours de yoga, initialement rencontrés par un certain scepticisme, sont devenus incroyablement populaires, offrant un espace pour la relaxation, la pleine conscience et la réduction du stress. Les ateliers d'écriture créative, dirigés par un professeur d'anglais à la retraite qui a fait de son temps, a mis au jour des talents cachés et a favorisé un fort sentiment de communauté parmi les participants. Un résultat remarquable a été la publication d'une anthologie collaborative, mettant en vedette des nouvelles et des poèmes écrits par les participants, un puissant témoignage de leur résilience et de leur expression créative. L'anthologie est devenue un symbole du succès du programme,
présentant la transformation subie par les individus qui se sentaient autrefois perdus et marginalisés. Les couches supplémentaires de soutien, englobant le bien-être holistique, se sont révélées cruciales pour créer un programme durable et vraiment percutant. Le succès du programme a également stimulé la création d'un petit fonds de dotation, garantissant la durabilité à long terme de l'initiative et permettant une expansion et une innovation continue. Mariana, maintenant directrice exécutive du programme, cherchait constamment de nouvelles façons d'améliorer et de s'adapter aux besoins en évolution de la communauté. Elle savait que le voyage était en cours, un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et de s'efforçant de faire une différence tangible dans la vie des gens. 10 ans plus tard, le programme est un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir de la communauté, de la résilience et du potentiel transformateur du soutien holistique. C'est un héritage construit non seulement sur l'autonomisation financière, mais sur l'épanouissement de l'esprit humain, prouvant que le véritable succès réside non seulement dans la stabilité économique, mais dans le bien-être holistique de chaque individu qu'elle sert.